Combien de fois avez-vous été discrédité avant même d'ouvrir la bouche? Combien de portes se sont fermées simplement parce que vous ne sembliez pas être la bonne personne à cet endroit? Cette histoire vous confrontera et peut-être même vous guérira. Parce que parfois, le miracle ne se produit pas avec des lumières dans le ciel, mais dans le silence d'une pièce pleine de regards tordus. Aujourd'hui, vous rencontrerez une femme qui a été ignorée, manquée de respect et prise pour quelqu'un qu'elle n'était pas, jusqu'à ce que Dieu décide d'utiliser son humiliation pour enseigner à toute une génération la dignité et la représentation. Et avant de commencer, une demande sincère. De nombreuses personnes qui regardent les vidéos ici sur la chaîne ne sont pas encore abonnées. Si vous appréciez les histoires vraies qui transforment des vies, inscrivez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochains reportages. Ce que vous entendrez aujourd'hui peut toucher des domaines de votre vie dont vous n'auriez jamais imaginé qu'ils auraient besoin d'être restaurés. En 2019, à la périphérie de la ville de Lyon, dans le quartier multiculturel de Vénissieux, une femme nommée Aïssata Doucouré traversait la rue étroite qui menait au portail rouillé de l'école primaire Anatole France. C'était un matin froid d'octobre et le ciel gris semblait correspondre à l'humeur hésitante de la nouvelle directrice. Fille d'immigrés sénégalais, Aïssata venait de prendre la direction de l'école publique. Un exploit qui intervenait après 14 ans comme enseignante et 3 comme directrice adjointe dans un établissement de l'intérieur. Ce jour-là, elle était habillée comme d'habitude. Un pantalon noir sur mesure, une chemise bleu marine sans marque et un foulard couleur vin noué autour du cou. Un cadeau de sa mère qui disait que le tissu éloignait la vanité et attirait la sagesse. Elle est arrivée tôt, comme d'habitude, pour préparer la première rencontre pédagogique avec les parents. Dans la salle des professeurs, elle a disposé elle-même les chaises en demi-cercle, vérifié que le projecteur fonctionnait et a même mis de l'eau dans la cafetière. Même s'il avait une équipe, il n'était jamais du genre à déléguer ce qu'il pouvait faire de ses propres mains. À 8h40, les premiers parents ont commencé à arriver. Il y eut un bruit de pas, des tasses qui tintent, des voix qui traversent la salle. La plupart d'entre eux ne la regardaient même pas. Un homme en costume beige murmura quelque chose à la femme à côté de lui, tandis qu'il fixait le sol fraîchement balayé. Un autre demanda, sans saluer, « Madame, où est le sucre ?» Aïssata sourit simplement, le même sourire retenu qu'elle avait appris à utiliser comme armure. Là, elle n'était encore qu'une présence invisible parmi d'autres, dans une école où tout le monde s'attendait à ce que la direction ait un autre visage. Alors que les parents remplissaient les chaises avec leurs lourds manteaux et leurs yeux fatigués du lundi, Aïssata restait debout à côté du tableau blanc numérique, regardant en silence. J'ai ressenti le genre d'inconfort qui ne crie pas, celui qui se propage subtilement, comme une odeur de renfermé. Il y avait des chuchotements près de la porte, des rires étouffés, et une femme blonde aux longs ongles rouges commentait trop fort la terrible organisation du café. Aucun d'eux n'a pris la peine de demander qui elle était. Ils ont supposé, c'est tout. Un garçon d'environ 6 ans, fils d'une des... Mary était le seul à lui lancer un regard curieux. Il sourit et fit un signe de la main. Aïssata lui rendit le geste et pensa que peut-être, juste peut-être, ce petit être était le seul là-bas capable de voir au-delà des apparences. Lorsque l'horloge sonna 9 heures précises, elle se dirigea tranquillement vers le centre du cercle. Le bruit s'est progressivement arrêté, comme une radio qu'on éteint. La réalisatrice a regardé chaque visage, un par un, avant de se présenter. « Bonjour, je m'appelle Aïssata Doucouré. Je suis, à compter d'aujourd'hui, la nouvelle directrice de l'école Anatole France. » C'était comme si le temps s'était arrêté un instant. Un homme s'est éclairci la gorge. Les yeux d'une mère s'écarquillèrent. Les murmures ont disparu comme de la fumée. Le silence qui remplissait la pièce n'était pas n'importe quel silence. C'était celui qui pèse sur vos épaules, qui met à nu les préjugés ancrés dans vos attentes. Il n'y a pas eu une seule excuse. Juste des expressions embarrassées et des corps qui bougent sur leurs chaises comme si le sol avait changé de température.
L'un des parents, cherchant peut-être à apaiser son propre malaise, a été le premier à réagir. C'était le même homme avec la veste beige qui semblait maintenant trop serré au niveau des épaules. Il leva la main avec un sourire ironique et dit « Ah, c'était juste une erreur honnête. Personne n'aurait deviné. » La phrase s'éteignit avant qu'il ait fini. Aïssata le regarda sans se presser, avec la fermeté sereine de quelqu'un qui a dû trop expliquer, trop justifier, trop pardonner. « Exactement. Personne ne l'aurait imaginé. » répondit-elle d'une voix basse et précise, comme quelqu'un qui sème une graine et espère que la terre saura quoi en faire. Personne n'a ri, personne n'a murmuré, juste les yeux baissés, les mains agitées et un silence trop poli pour être sincère. C'est alors qu'elle a fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Au lieu de continuer avec les diapositives de l'ordre du jour ou de commencer le discours formel, Aïssata a éteint le projecteur. Il se dirigea vers l'avant de la salle, poussa la table dans le coin et s'assit sur l'une des chaises au niveau de tous les parents. Avant de parler des notes, des horaires et des événements scolaires, je dois vous dire quelque chose, a-t-il déclaré. Et elle commença à raconter d'une voix calme et avec un regard direct la première fois où elle fut traitée de singe dans la cour de l'école, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Elle a raconté comment elle avait appris, dès son plus jeune âge, à baisser la voix pour ne pas paraître agressive. Comment il évitait les vêtements voyants pour ne pas laisser de place à l'interprétation. Et comment, encore aujourd'hui, elle ressentait le poids de devoir prouver sa valeur avant même d'être entendue. La pièce entière semblait avoir rétréci. Certains parents gardaient les yeux fixés sur elle. D'autres regardaient leurs propres chaussures comme s'ils cherchaient là une réponse ou une échappatoire. Aïssata ne pleurait pas, ni ne tremblait. Ses paroles étaient accompagnées du calme de quelqu'un qui a saigné de l'intérieur et a appris à coudre ses propres blessures en silence. Aujourd'hui, tu m'as prise pour la femme de ménage. Et ça ne me dérange pas, car le travail de femme de ménage est valorisant. Ce qui me fait mal, c'est de savoir qu'au fond, tu pensais impossible que je sois directrice de cette école. Et ça en dit plus sur ce que tu attends de tes enfants que sur moi. Quelqu'un déglutit difficilement. Un autre s'éclaircit à nouveau la gorge. Le garçon qui lui avait souri la regardait maintenant avec de grands yeux, comme s'il voyait une héroïne cachée dans le monde réel. Elle a ensuite parlé des murs invisibles qui se dressent autour des gens comme elle. Il a dit que peu importe combien il essayait de surmonter ces murs avec effort, diplôme, posture et patience, il réapparaissait toujours de l'autre côté. Je ne suis pas ici pour être un symbole ou un martyr. Je suis ici parce que j'ai étudié, travaillé dur et que je mérite d'être là où je suis. Et si cela vous dérange, la bonne question n'est peut-être pas « Comment est-elle arrivée là ?» mais « Pourquoi sommes-nous encore surpris quand quelqu'un comme moi y arrive ?» L'atmosphère dans la pièce était différente. C'était comme si l'oxygène était devenu plus lourd, plus dense, rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit à voix haute et qui ne pouvait désormais plus être défait. Du fond de la salle, une mère s'est levée. C'était une dame arménienne avec ses cheveux attachés en un chignon serré, un visage fatigué et des mains ridées, comme quelqu'un qui a fait trop de lessive dans sa vie. Elle dit quelque chose d'une voix étranglée. « Je ne savais pas. Je suis désolée. » Aïssata hocha simplement la tête. Il n'y avait aucune ironie, aucun mépris. Seule la conscience de ceux qui connaissent le poids du pardon. Et combien il est plus difficile quand il n'est pas dit avec la bouche, mais vécu avec le corps. L'enseignante stagiaire, assise dans le coin gauche de la salle, a glissé son téléphone portable dans la poche de son manteau et a commencé à enregistrer discrètement. Non pas pour faire du sensationnalisme, mais parce qu'il sentait instinctivement que quelque chose d'important se passait là. Quelque chose que le monde devrait peut-être voir. Lorsque la réunion a repris son ordre du jour, personne n'était plus au même endroit, même si personne n'avait physiquement bougé. Les parents écoutaient les instructions avec une attention qui confinait au silence respectueux. Chaque mot prononcé par Aïssata avait désormais le poids de quelqu'un qui prouvait que la voix compte, même lorsqu'on essaie de l'effacer.
À la fin, un parent, visiblement impatient, a demandé s'il pouvait aider aux préparatifs de la prochaine réunion. Le réalisateur sourit, sans ironie. Bien sûr, l'école appartient à tout le monde. Cette phrase, simple comme l'eau, résonna sur les murs de la pièce plus longtemps que n'aurait pu durer n'importe quel argument technique. Ce même après-midi, alors qu'elle rangeait quelques papiers dans son bureau, Aïssata fut surprise par un léger coup frappé à la porte. C'était Malik, un élève de 4e année, fils de parents marocains, avec un regard trop perçant pour ses 8 ans. « Madame Doucouré, pouvez-vous être réalisatrice et porter un foulard ?» Elle rit des yeux et répondit « Je peux être ce que je veux, et toi aussi. » Malik resta immobile un instant, absorbant cette réponse comme s'il venait de recevoir un mot de passe secret. Elle courut dans le couloir avec une joie qui ne semblait pas correspondre à son petit corps. C'est à ce moment-là qu'Aïssata a compris que plus que diriger une école, elle brisait des codes que personne n'avait jamais prononcés à voix haute, mais que tout le monde obéissait comme des lois. Pendant ce temps, la vidéo, enregistrée discrètement par le stagiaire, commençait déjà à se propager. D'abord dans un groupe d'enseignants sur WhatsApp, puis dans des forums pédagogiques, jusqu'à arriver sur Twitter avec la légende « Le vrai cours d'aujourd'hui ne portait pas sur l'éducation de la petite enfance ». En quelques heures, la vidéo avait accumulé des milliers de vues. Il y a eu ceux qui ont applaudi le courage, ceux qui l'ont partagé avec fierté, et ceux qui l'ont critiqué, qualifiant tout cela d'exagération, de l'harassant. Mais parmi les commentaires, un a retenu notre attention. « J'aurais aimé avoir un directeur comme lui quand j'étais enfant. Ma vie aurait peut-être été différente. » Aïssata, en lisant cela le lendemain matin, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas de la vanité, c'était la conscience que même sans le vouloir, il était devenu un symbole. Et les symboles, aussi lourds soient-ils, sont porteurs d'espoir. Le lendemain, la presse locale frappait déjà à la porte de l'école. Il s'agit d'abord d'un journaliste du Progrès, puis d'une équipe de la chaîne France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Aïssata a d'abord refusé les interviews. Elle a déclaré que l'accent devrait continuer à être mis sur les étudiants et non sur elle. Mais la réalisatrice savait au fond d'elle-même que la situation n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait à tous ceux qui, comme elle, avaient été ignorés, sous-estimés, écartés avant même d'être entendus. Il a accepté de donner une courte interview où il a simplement répété « Je ne veux pas faire exception. Je veux que cette histoire cesse d'être surprenante. » La phrase a fait les gros titres. Et sans le vouloir, elle a planté une autre graine, cette fois-ci chez des milliers de personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans cette école. Cependant, tous les avis n'étaient pas favorables. Certains parents se sont plaints auprès du conseil régional, affirmant que l'école politisait trop l'environnement scolaire. D'autres, sur des forums anonymes, ont critiqué son statut de victime et ont insinué qu'elle avait tout organisé. Aïssata a lu certains de ces commentaires et a senti revenir cette vieille fatigue, la même qui l'accompagnait depuis ses années d'université, lorsqu'elle était la seule femme noire dans la salle, et qu'elle avait appris qu'elle avait obtenu une place grâce au quota. Mais quelque chose était différent maintenant. Elle n'était pas seule. J'ai reçu des lettres d'enfants, des notes de mère, des messages d'enseignants d'autres régions, et plus important encore, il a vu une nouvelle sorte d'éclat dans les yeux de ses élèves. Le genre qui n'apparaît que lorsque quelqu'un comme vous parvient à gagner sans abandonner. La semaine suivante, quelque chose de simple mais symbolique s'est produit dans la cour de l'école. Un groupe de filles, dont 2 élèves de CE2, sont arrivées portant des foulards colorés noués autour du cou, tout comme Aïssata. Ils disaient que c'était l'écharpe du courage. Lorsqu'un enseignant lui a demandé pourquoi, l'un d'eux a répondu sans hésiter « Parce que maintenant, nous savons que nous pouvons aussi être réalisateurs. » Ce qui a commencé comme un geste enfantin est devenu un mouvement. Les étudiants ont commencé à parler davantage de leurs rêves, à exprimer ce qu'ils voulaient être, sans craindre de paraître trop grands par rapport à leur milieu d'origine.
L'école, auparavant marquée par le silence et la répétition, a gagné en couleur et en voix. Mais le moment le plus inattendu est survenu un matin pluvieux, lorsqu'Aïssata a été convoqué au bureau du surveillant régional de l'éducation. Il pensait que cela concernerait les plaintes des parents. Je m'attendais à des critiques, peut-être même à un avertissement formel. Cependant, en entrant dans la salle, il trouva une enveloppe sur la table, et la surveillante, une femme austère aux cheveux gris, se contentant de dire « Félicitations, vous êtes nominé pour le prix Marianne pour l'éducation citoyenne ». Le réalisateur déglutit difficilement. Ce n'était pas une question de prix. Il s'agissait d'une reconnaissance silencieuse qui, pour la première fois, venait sans qu'elle ait à se justifier. Il n'y avait aucune faveur là-dedans, que du mérite. Et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa couler ses larmes. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Ce soir-là, seule dans son petit appartement du quartier de la Guillotière, Aïssata était assise sur le canapé avec une tasse de thé à l'hibiscus, une tradition qu'elle entretenait depuis son enfance avec sa mère. La télévision était éteinte. Son téléphone portable vibrait à cause des notifications, mais elle ne répondait pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à s'arrêter. Elle pensait au professeur qui l'ignorait quand elle était étudiante, aux voisins qui changeaient de camp, aux recruteurs qui hésitaient en lisant son nom de famille. Il pensait aussi aux timides câlins qu'il avait reçus des élèves cette semaine-là, aux dessins laissés sur son bureau avec des phrases comme « Tu es le meilleur directeur du monde ». Et il a compris que, même lorsque la lutte semble petite et quotidienne, elle construit des ponts que nous ne pouvons pas toujours voir. Sur le mur du salon, accroché discrètement, se trouvait une photo avec une phrase écrite à la main par la mère d'Aïssata il y a des années. « Ne te tais pas quand ta voix peut guérir ». Elle n'avait jamais vraiment compris cette phrase jusqu'à maintenant. Son discours lors de cette réunion n'était pas une protestation. Cela avait été une guérison. Guérison pour elle-même, pour les étudiants, pour les parents qui n'avaient jamais affronté leurs propres préjugés. Tout cela n'était pas prévu. C'était un moment que Dieu a soigneusement cousu, utilisant l'inconfort comme aiguille et la dignité comme fil. Et c'est là, dans cette salle commune, chaque jour, qu'une femme cessait d'être invisible. Non pas parce qu'elle criait, mais parce qu'elle refusait d'être effacée. Au fil des semaines, l'histoire a cessé d'être une nouvelle. Les portails ont cessé de publier des mises à jour. Les sujets tendances ont changé et le cycle Internet a suivi son cours. Mais à l'intérieur de l'école, plus rien n'était comme avant. La présence d'Aïssata n'était plus ignorée, non pas parce que tout le monde l'admirait désormais, mais parce qu'elle avait rompu le pacte silencieux d'invisibilité. Elle a commencé à être vue. Et être vu à cet endroit était un acte politique. Les étudiants ont commencé à se questionner davantage, à vouloir comprendre davantage, à se positionner davantage. Il y avait une graine de pensée critique arrosée dans chaque cours, dans chaque conversation informelle dans le couloir, dans chaque regard qui disait « J'existe, même si tu fais semblant de ne pas me voir ». L'un des changements les plus marquants est venu de l'intérieur même de la faculté, Madame Rivière. Une enseignante chevronnée qui avait jusque-là gardé ses distances avec Aïssata l'a appelée pour discuter pendant une pause. D'un air hésitant, il avoua « Au début, je pensais aussi que tu étais la femme de ménage. Et depuis, j'en suis gêné tous les jours. Cela aurait pu être juste une autre excuse mécanique, mais ce n'était pas le cas. C'était réel, c'était cru. C'était une blessure exposée sans maquillage. » Aïssata l'écouta en silence, posa la main sur l'épaule de sa collègue et dit « L'important, ce n'est pas l'erreur, c'est ce qu'on fait après. » Et à ce moment-là, deux femmes complètement différentes partageaient quelque chose de rare, un désir sincère de faire mieux. Fin novembre, l'école a organisé une foire culturelle organisée par les élèves eux-mêmes. C'est une suggestion d'Aïssata, mais réalisée avec la participation active des enseignants, des parents et des enfants. Chaque classe était chargée de représenter une culture, et la classe du petit Malik a choisi le Sénégal.
Dans le coin de la cour, ils ont aménagé un espace avec des tissus imprimés, des livres de contes africains et des petits pots avec du tiakri fabriqué par certaines mères de la communauté. Malik a fièrement présenté les objets en disant qu'il s'agissait du pays de la grand-mère du réalisateur. Et quand Aïssata est passée, il l'a appelée et lui a annoncé d'une voix forte « C'est la femme qui nous a appris que la place du directeur est aussi la nôtre ». Certains parents ont applaudi. D'autres ont simplement baissé les yeux. Mais personne n'est sorti indemne de ce moment. Peu de temps après, à la fin de l'événement, Aïssata est montée sur la scène improvisée, a remercié tout le monde et a terminé par un discours court mais inoubliable. Il a déclaré que les écoles ne sont pas des bâtiments, mais des miroirs, et que chaque enfant se retrouve reflété dans les couloirs, dans les livres, chez les dirigeants. S'ils ne se voient pas, ils grandissent en pensant qu'ils n'appartiennent pas à ce monde. Dans le public, entre sourires et larmes, une atmosphère nouvelle flottait dans l'air. Il ne s'agissait pas seulement d'une réalisatrice noire. Il s'agissait de briser le moule de ce qui semblait normal. Il s'agissait de permettre à d'autres histoires de s'épanouir sans honte. Il s'agissait, en bref, de réparer des fissures que personne ne voyait, mais qui étaient toujours là. Cette nuit-là, allongée dans son lit, les pieds endoloris et l'âme légère, Aïssata réfléchit à l'ironie de tout cela. Une journée qui a commencé avec des regards noirs s'est terminée avec une enfant disant qu'elle voulait devenir directrice d'école pour changer le monde. C'était étrange de penser que toute cette transformation était née d'une erreur, un jugement hâtif, une hypothèse. Mais c'est précisément cette erreur collective qui a ouvert la voie à l'émergence de la vérité. Non pas la vérité théorique, tirée des livres ou des discours, mais la vérité vécue, celle qui porte l'odeur du couloir, le son du rire d'un enfant et la fermeté silencieuse de quelqu'un qui n'abandonne pas. Elle savait que les préjugés ne disparaîtraient pas. Je savais que je serais toujours confronté à des regards méfiants, à des blagues voilées et à la pression constante de performeurs. Mais il savait aussi, avec la même certitude, qu'il y avait désormais trop de graines plantées pour être déracinées. Chaque enfant qui a vu un miroir en elle, chaque adulte qui s'est senti gêné, mais touché. Chaque enseignant a repensé sa propre perspective. Tout cela, même s'il était invisible à l'œil nu, était en mouvement. C'était comme le vent. On ne le voit pas, mais on le sent. Et à ce moment-là, seul dans son appartement silencieux, Aïssata sourit, non pas pour la victoire, mais pour la paix de ceux qui, même sans public, continuent à faire ce qui est juste. Quelques semaines plus tard, Aïssata reçoit une enveloppe blanche sans adresse de retour, déposée discrètement à l'entrée de l'école. À l'intérieur se trouvait un mot soigneusement écrit « Merci de ne pas avoir crié. Votre calme m'a appris plus que 1000 discours. Un père. » Elle garda le papier un moment, silencieuse. Il n'y avait aucune signature, aucun indice. Mais ce qui importait n'était pas de savoir qui l'avait écrit, c'est ce que cela symbolisait. Quelqu'un, à un moment donné, a choisi de repenser. Et cela, pour elle, était une révolution. Pas les grands, avec des drapeaux et du bruit, mais ceux qui commencent dans un cœur et changent le cours d'une vie. Lors de la dernière réunion de l'année, Aïssata entra dans la salle et fut accueillie avec des sourires sincères, des chaises déjà disposées et une cafetière chaude avec des mots écrits par ses parents. « Merci de nous avoir appris à voir ». Elle était assise sur la même chaise que d'habitude. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Il ne s'agissait pas de prestige ni d'admiration aveugle. C'était du respect. Un respect qui se construit, non qui s'impose. Et à ce moment-là, elle a compris qu'elle n'avait pas seulement été directrice d'école ce trimestre-là. C'était un pont, une fenêtre, un abri et un miroir. Et tout a commencé au moment même où ils ont choisi de ne pas la voir. Et elle, en toute dignité, a refusé de disparaître. Le jour où le reportage spécial a été diffusé à la télévision nationale, Aïssata ne l'a pas regardé. J'étais dans la cour, en train d'aider un élève à ramasser des feuilles pour un projet scientifique.
Lorsque l'enseignante stagiaire est arrivée en courant, tout excitée, en disant qu'elle était partout, le directeur a simplement souri. « Laissez-les parler, on continuera. » Pour elle, la véritable visibilité ne se trouvait pas sur l'écran, mais dans la vie quotidienne. En prenant soin de chaque élève, en écoutant attentivement les enseignants, en respectant ceux qui nettoient les toilettes, préparent les repas et veillent à la sécurité. Le véritable impact ne réside pas dans le sujet tendance, mais dans les petits choix de ceux qui insistent pour agir avec dignité, même lorsque personne n'applaudit. Aujourd'hui, quand on lui demande comment s'est passée cette journée, Aïssata répond souvent que ce n'était pas une honte, mais une vocation, et que d'une certaine manière, tous ces regards de côté servaient de miroir inversé qui montraient exactement où le changement devait commencer. Elle arpente toujours les rues de Lyon, avec les mêmes vêtements simples, le même foulard couleur lit de vin autour du cou et la même expression sereine. Mais maintenant, lorsqu'elle entre dans une pièce, elle n'a plus besoin d'élever la voix pour être entendue, car ce qu'elle porte n'est pas seulement une position, c'est une histoire, une présence, une chose est sûre, personne n'est invisible lorsqu'il refuse d'être effacé. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti, je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.